Bonjour à tous bien nous voilà repartis dans les enregistrements de nos séances philosophiques pour l'Université du Temps Libre et le lycée Théophile Gautier, comme au bon vieux temps du confinement. Alors, je vais reprendre bien entendu le cours là où je l'avais laissé la dernière fois, lors de notre dernière séance en présentiel, mais je ne veux pas le faire sans d'abord remercier l'Université du Temps Libre, et en particulier Monsieur Georges Lance, qui s'occupe de ces questions techniques, pour la possibilité qui nous est offerte donc de pallier la difficulté que représente pour cette fin d'année la présence dans le mois de mai de trois jeudis fériés. Donc merci encore à Georges Lance et à l'UTL pour nous offrir cette possibilité de transmettre en ligne sur la radio de l'UTL ces séances de philosophie consacrées donc pour la dernière année en ce moment-là à l'explication de l'appendice à la quatrième partie de l'éthique de Spinoza. Alors la dernière fois, j'avais tenté d'expliciter cette notion tout à fait capitale dans la philosophie politique classique, celle qui s'élabore au XVIIe et au XVIIIe siècle en Europe, l'importance de la notion de droit naturel. J'avais donc essayé d'expliciter cette notion en expliquant qu'elle était le premier pilier de notre philosophie politique des institutions républicaines. Il me faut maintenant, comme je l'avais annoncé, réfléchir sur, mais ce sera un peu plus court, sur la notion, elle aussi extrêmement importante, de contrat social, de pacte social, notion qui constitue le second pilier de notre philosophie politique des institutions républicaines. Alors ce sera le point 8.1.2, le contrat social. Dès lors qu'un droit naturel impose absolument que chacun soit reconnu comme un individu libre, et d'autre part que cette liberté soit attribuée également à tous, eh bien l'autorité politique, le pouvoir politique, l'État, ne peut plus avoir d'autre fondement que le consentement de tous, que l'adhésion de tous aux institutions et à la force qu'elles détiennent pour faire respecter les droits naturels que la philosophie a justifiés dans leur fondement comme étant les droits dont chaque individu est par nature titulaire, dépositaire. Et donc, si les hommes s'assemblent en cité pour jouir des droits qu'ils tiennent de la nature, eh bien, il faut que, une fois ces sociétés civiles constituées, une force existe qui puisse prendre en charge, puisse assumer cette garantie des droits naturels. Cette garantie, c'est ce qu'exige une société civile dans les conditions réelles de la vie sociale, euh, la jouissance des droits naturels n'étant que virtuelle, n'étant qu'une possibilité, tant que n'existent pas les structures juridiques, les structures politiques qui permettent d'assurer cette garantie. Rousseau explique cela de façon parfaitement claire dans, dans l'article Économie politique de l'encyclopédie. Ce texte, qui date de 1755 et qui a donc été publié dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on le trouve aussi, et aujourd'hui sous ce titre, dans la librairie, en particulier dans le format poche, par exemple chez Garnier-Flammarion, on le trouve sous le titre de Discours sur l'économie politique. Et dans ce discours sur l'économie politique, donc article économie politique de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Rousseau écrivait ceci: chercher les motifs qui ont porté les hommes unis par leurs besoins mutuels dans la grande société à s'unir plus étroitement par des sociétés civiles.
vous n'en trouverez point d'autre que celui d'assurer les biens, la vie et la liberté de chaque membre par la protection de tous. Ce que nous dit Rousseau ici, c'est qu'il y a deux niveaux d'organisation sociale pour les humains. Le premier niveau, c'est le niveau de ce qu'il appelle la grande société dans laquelle s'inscrivent les humains unis, dit Rousseau, par leurs besoins mutuels. C'est la sphère des besoins, la sphère matérielle, si vous voulez, à laquelle correspond en particulier l'activité économique. Mais les hommes euh, sup- superposent à ce niveau matériel économique un second niveau qu'il définit sous le terme de société civile. Je répète le début de la citation, chercher les motifs qui ont porté les hommes unis par leurs besoins naturels, mutuels, pardon, unis par leurs besoins mutuels dans la grande société, à s'unir plus étroitement par des sociétés civiles. Hein, la société civile, c'est la société en tant qu'elle se donne des institutions juridiques, des lois et politiques. Eh bien, les motifs qui ont porté les hommes, une fois constituées les sociétés, la société des besoins mutuels, les besoins, la nécessité qui a porté les hommes, une fois constitué ce premier niveau de société, à former une société civile, c'est-à-dire à se donner des institutions juridiques et politiques, eh bien, il est fondé dans le souci d'assurer les biens, la vie et la liberté de chaque membre par la protection de tous. Ça, c'est exactement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration qui, en son article 2, euh, dispose, alors je cite l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le but de toute association politique est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Rousseau ne mentionne pas ici la résistance à l'oppression, mais lorsqu'il dit que les hommes n'ont point d'autre motif pour s'unir étroitement par les sociétés civiles que assurer les biens, la vie et la liberté de chaque membre par la protection de tous, c'est bien de ça qu'il s'agit. Les biens, la vie, la liberté, eh bien nous retrouvons plutôt dans la déclaration de 1789 ces buts de la société civile dans les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, qui sont donc la liberté, la propriété euh, et la sûreté. Il va de soi que ces droits, en tant qu'ils sont des droits naturels, existent avant le contrat social. Ils existent antérieurement au contrat social et ils existent comme une virtualité que l'organisation du contrat social, la société civile, les lois, les institutions juridiques et politiques vont permettre de rendre effective. Et donc, le contrat, si vous voulez, actualise cette potentialité, cette virtualité qui se trouvait déjà dans le droit naturel. Quel est le principe de ce contrat social, ce que Rousseau appelle aussi, et d'autres auteurs avec lui, le pacte social? Eh bien, il est le suivant. Chacun renonce volontairement à exercer sa puissance particulière, sa force particulière, à titre, si vous voulez, d'individu privé. Chaque individu renonce à exercer sa force particulière, à l'exercer notamment contre ses semblables, en échange de quoi? Renoncement en échange duquel la puissance publique lui garantit la jouissance des droits qu'il tient de la nature. Cette puissance publique qui est née du contrat social, qui est le produit, le fruit du pacte social. Chaque individu s'engage au respect de la loi et l'État s'engage à faire respecter les lois par tous et pour tous. Et la jouissance effective, réelle, pratique des droits naturels est garantie par la force commune, par la force collective instituée par ce contrat social. Ça, c'est le principe général. Ensuite, en fonction des
je dirais, des histoires particulières des sociétés humaines, eh bien, les modalités varient de constitution. Mais ça, c'est le principe de l'idée de contrat social destiné à faire valoir dans la réalité effective les droits que la nature a conférés à chaque individu humain. Alors on va voir Spinoza reprendre ce schéma, mais en modifiant profondément, radicalement, la signification. Alors, je vais maintenant entrer dans cette exposition du point de vue spinoziste. Ce sera le point 8.2 que j'intitule, et vous êtes prié de mettre un point d'exclamation à la fin de cet intitulé, du point 8.2, un nouveau paradoxe spinoziste. Et oui, encore un nouveau paradoxe spinoziste. Point 8.2.1, 8.2.1, je vais commencer par une définition, la définition spinoziste de l'idée de droit naturel. Définition spinoziste de l'idée de droit naturel. On lit dans le texte que nous sommes en train d'expliquer et de commenter ceci. Spinoza déclare, ouvrez les guillemets, il est absolument permis à chacun, en vertu du droit suprême de la nature, de faire ce qu'il estime contribuer à son utilité propre. Fermez les guillemets. Je répète cette citation, qui est une définition de ce que Spinoza entend par droit naturel. Il est absolument permis à chacun, en vertu du droit suprême de la nature, de faire ce qu'il estime contribuer à son utilité propre. Si l'on lit à la lettre ce qui est écrit, cela doit nous stupéfier au regard de ce que signifie, dans la définition que j'en ai proposée précédemment, l'idée de droit naturel, et cela doit même nous stupéfier au regard de simplement ce que veut dire pour nous le mot de droit. Si il m'est absolument permis à moi, en vertu du droit naturel, de faire tout ce que je juge, tout ce que j'estime pouvoir contribuer à mon utilité propre, à mon utilité à moi, on va voir que il n'est plus guère possible de concevoir ce qui reste de l'idée de droit. Et nous allons voir se succéder des énoncés de cette définition du droit naturel par Spinoza lui-même, qui vont confirmer que nous ne nous trompons pas dans l'interprétation que nous venons de faire de cette première citation. Traité politique, le dernier ouvrage écrit par Spinoza, qu'il a d'ailleurs laissé inachevé, Traité politique, chapitre 2, paragraphe 4. Par droit de nature, j'entends donc les lois mêmes de la nature, ou les règles selon lesquelles toutes choses se produisent, c'est-à-dire la puissance même de la nature. C'est pourquoi le droit naturel de la nature entière, et par conséquent celui de chaque individu, s'étend jusqu'où s'étend sa puissance. Par conséquent, tout ce qu'un homme fait en vertu des lois de sa propre nature, il le fait par le souverain droit de nature qu'il a, et il a sur la nature autant de droits que de puissance. Quelques explications sur cette définition. Par droit de nature, j'entends donc les lois mêmes de la nature, ou, c'est-à-dire, autrement dit, les règles selon lesquelles toutes choses se produisent. Les lois de la nature, ce ne sont pas des lois prescriptives, ce ne sont pas des lois qui prescrivent ou qui interdisent, ce sont les lois qui régissent les phénomènes, leur déroulement, leur fonctionnement, si vous voulez. Ce sont les lois de Kepler, c'est la loi de Newton, ce sont toutes ces lois qu'on appelle lois naturelles ou lois scientifiques, puisque la tâche de la science est précisément de les mettre au jour, de nous les faire connaître. Ces lois sont l'expression nous dit Spinoza, de la puissance même de la nature. C'est pourquoi le droit naturel de la nature entière, entendez le droit de Dieu, le droit naturel de la nature entière, et par conséquent celui de chaque individu, de chaque mode, en tant que chaque individu est une partie de la nature entière, et donc une partie de sa puissance.
Eh bien, c'est pourquoi le droit naturel de la nature entière et par conséquent celui de chaque individu, vous, moi, ce droit s'étend jusqu'où s'étend sa puissance, ni plus ni moins loin que les limites de sa propre puissance. Par conséquent, tout ce qu'un homme fait en vertu des lois de sa propre nature, il le fait par le souverain droit de nature. Souverain voulant dire ici que ce droit de nature ne connaît aucune limitation, n'est exposé à se voir enfermé dans aucune borne. Et chacun a sur la nature autant de droits que de puissance. Tout ce que j'ai le droit de faire, c'est ce que j'ai la possibilité, la capacité, la puissance ou la force de faire. Dans le même chapitre du traité politique, chapitre 2, cette fois-ci, paragraphe 18, le droit de nature n'interdit absolument rien, sinon ce qui n'est au pouvoir de personne. Et paragraphe 23, chacun a droit dans la mesure où il a pouvoir. Nouvelle citation tirée cette fois-ci d'un ouvrage antérieur de Spinoza, 1670, Traité théologico-politique, chapitre 16. Chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir. Un droit souverain, à nouveau. Un droit que rien ne vient limiter ou restreindre. Chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir. Enfin, premier scoli de la proposition 37 de la quatrième partie de l'éthique, dont nous sommes en train d'expliquer l'appendice, scoli 1 de la proposition 37 de la quatrième partie de l'éthique, le droit de chacun est défini par sa vertu ou puissance. Le droit de chacun est défini par sa vertu ou puissance. Vertu est à prendre ici au sens de possibilité, au sens où l'on parle de capacité, vertu d'un médicament, vertu d'une plante. Pour mesurer ce qu'ont de scandaleux, d'ahurissant, de stupéfiant, euh, de telles définitions du droit naturel, il faut revenir à l'idée même de droit, indépendamment de la question de savoir si on a affaire à un droit naturel ou à du droit positif, c'est-à-dire à des lois écrites, à des dispositions juridiques en vigueur dans un État. Je suppose, je suis même quasiment certain, que ce qu'il y a absolument énorme dans ces définitions répétées par Spinoza du droit naturel n'a échappé à personne. Mais voyons ce qu'il en est, ce sera le point 8.2.2, point 8.2.2, ce qu'il en est de l'idée même de droit. Mesurons le paradoxe qui résulte de cette assimilation spinoziste du droit à la puissance, de cette confusion pure et simple du droit et de la puissance. Si, je cite encore Spinoza, chacun a droit dans la mesure où il a pouvoir. Dès lors que je suis en mesure de faire quelque chose, dès lors que j'en ai la capacité, j'ai le droit de le faire. Et par conséquent, il devient impossible à quiconque, en vertu même de cette définition du droit, d'outrepasser son droit, d'abuser de son droit, de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Si j'en crois la définition spinoziste du droit naturel, il me devient impossible de faire quelque chose que ce droit naturel ne m'autorise pas à faire. Ça veut dire que tout le monde a tous les droits. Et tout le monde a tous les droits sur tout et sur tout le monde. Conséquence, de ce fait même, il résulte que personne n'a plus aucun droit. Personne n'a plus aucun droit, car bien entendu, je n'ai de droit, moi, que si il y a en face de moi quelqu'un pour qui mon droit à moi crée une obligation pour lui. Avoir un droit, cela signifie que tout autre que moi est tenu au respect de ce droit. Sinon, ce n'est plus un droit. Si j'ai le droit, par exemple, d'exister, de vivre en sécurité, ce droit est anéanti à l'instant même où j'accorde à qui que ce soit d'autre que moi le droit de me supprimer s'il en a la puissance.
Et donc, le mot de droit ainsi entendu, et je répète qu'il s'agit de droit naturel ou de quelque autre type de droit qu'on puisse imaginer, le mot de droit ainsi défini se vide évidemment de toute signification. Et dans la façon spinoziste de présenter le droit naturel, euh, il est clair qu'il n'y a plus dans la nature, pour la nature et par la nature, que des faits et aucunement du droit. Or, précisément, ce qu'implique la notion de droit, c'est justement la possibilité d'abuser du droit. L'idée même de droit implique la possibilité de faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Le droit est par définition ce hors de quoi on peut se mettre en faisant quelque chose de défendu ou d'interdit. Le droit est par définition quelque chose qui ne peut pas correspondre, qui ne peut pas coïncider, qui ne peut pas être confondu avec ce qui de fait est possible, ce qui peut être accompli, ce qui peut être réalisé. Prenons un exemple. Je suis de fait en possession d'un objet. Par exemple, j'ai sur le nez des lunettes ou au poignet une montre. Je suis en possession de cet objet, cela veut dire que j'en ai, comme le disent les juristes, la jouissance. Ça veut dire que j'en fais usage. Mais le fait que je sois en possession d'un objet ne signifie pas que j'ai un quelconque droit sur cet objet que je peux très bien avoir volé. C'est ce qui fait la différence entre possession et propriété. La possession, c'est la jouissance de fait. La propriété, c'est le droit de jouir. Mais ce n'est pas nécessairement la propriété, la jouissance de fait, puisque je reste propriétaire de quelque chose qu'on m'a volé et dont je n'ai plus la jouissance. Si on me vole ma montre, dès lors qu'on me l'a volée, je ne peux plus l'utiliser, je ne peux plus l'avoir au poignet et y lire l'heure, j'en reste propriétaire. Je suis toujours aussi propriétaire, tout autant propriétaire d'une montre qu'on m'a volée, que de la montre que j'ai effectivement à mon poignet. Et c'est ce qui fait la différence entre le droit et le fait. La possession, c'est une idée qui renvoie au fait. La propriété est un terme qui n'a de sens que dans la mesure où il existe ce qu'on appelle un droit. Ce qui veut dire que la notion même de droit est inséparable, elle fait corps, elle ne fait qu'un avec la distinction du droit et du fait, avec la distinction du devoir-être et de l'être. Le droit, c'est ce qui doit être. Et puis après, il y a ce qui est. Et ce qui est peut être et doit être jugé au regard du droit, au regard de ce qui doit ou de ce qui devrait être. C'est ça que signifie l'idée de droit. L'idée de droit est par essence une idée normative. Normative au sens où une fois que vous avez prononcé le mot droit, vous avez ouvert la nécessité, pas seulement la possibilité, mais la nécessité de faire le départ entre ce qui est conforme et ce qui n'est pas conforme au droit. Vous avez ouvert la nécessité de juger du fait relativement au droit, d'en juger au nom du droit. Le droit n'est donc par définition jamais un fait. Or, la puissance n'est jamais qu'un fait, et rien d'autre qu'un fait. Le droit n'étant jamais un fait, ce n'est jamais une réalité de nature factuelle. C'est pourquoi Blaise Pascal parle à propos du droit, c'est la pensée 85 dans l'édition La Fuma, euh, Pascal parle du droit en termes de qualité spirituelle. Un droit, c'est une qualité spirituelle. Et encore, on trouve chez Hugo Grotius, dont j'avais parlé la dernière fois, chez Hugo Grotius, on trouve cette définition du droit dans Le droit de la guerre et de la paix, livre 1, chapitre 1, paragraphe 4. Donc, droit de la guerre et de la paix, livre 1, chapitre 1, paragraphe 4. On trouve cette définition du droit. Je cite, ouvrez les guillemets, qualité morale attachée à une personne en vertu de quoi on peut légitimement avoir ou faire certaines choses. Qualité morale attachée à une personne, en vertu de quoi on peut légitimement avoir ou faire certaines choses. Lorsque Grotius nous dit que le droit est une qualité morale attachée
à une personne. Il ne parle pas de qualité morale au sens où l'on dit de quelqu'un qui a beaucoup de qualité morale, qu'il est très vertueux, par exemple, que c'est un juste ou une personne honnête. Non, qualité morale, c'est-à-dire propriété morale. Propriété morale, morale ici s'oppose à physique. Le physique ne concernant que ce qui est relatif au fait, à ce qui est. Qualité morale, cela veut dire une propriété de nature morale, entendez de nature non physique, qui est attachée à une personne. Une personne a le droit d'avoir ceci, de posséder, donc elle a un droit de propriété, elle a le droit de faire cela. On trouve chez Victor Hugo, au début du livre 4 des Misérables, une superbe définition du droit qui tient en quelques lignes. Là, éclate le génie philosophique de Hugo qui nous fait comprendre parfaitement en quelques lignes ce qu'est le droit. Nous sommes au premier chapitre premier livre de la quatrième partie des Misérables. Le droit, alors là je cite Hugo, le droit, c'est le juste et le vrai. Le propre du droit, c'est de rester éternellement beau et pur. Le fait, même le plus nécessaire en apparence, même le mieux accepté des contemporains, s'il n'existe que comme fait et s'il ne contient que trop peu de droit ou point du tout de droit, est destiné infailliblement à devenir, avec la durée du temps, difforme, immonde, peut-être même monstrueux. Fermez les guillemets, fin de citation. Je la relis, cette citation. Le droit, c'est le juste et le vrai. Le propre du droit, c'est de rester éternellement beau et pur. Le fait, même le plus nécessaire en apparence, même le mieux accepté des contemporains, s'il n'existe que comme fait, et s'il ne contient que trop peu de droit, ou point du tout de droit, est destiné infailliblement à devenir, avec la durée du temps, difforme, immonde, peut-être même monstrueux. Voilà. Le fait, c'est ce qui peut contenir plus ou moins de droit ou pas de droit du tout. Nous avons d'ailleurs un adjectif pour parler de ce qui est conforme au droit, et d'ailleurs plus spécialement conforme au droit naturel, c'est l'adjectif légitime. Et c'est ce qui fait la différence entre le légitime et le légal. Le légal, c'est ce qui est autorisé par la loi écrite, par les codes, par le droit. Le légitime, c'est ce qui est autorisé en vertu d'une instance supérieure au droit juridique en vigueur dans un pays, à l'intérieur de certaines frontières, à une certaine époque. Ce droit qu'on appelle positif. Eh bien, le droit naturel est au-dessus du droit positif. Et je vais d'ailleurs ici en profiter pour commenter quelque chose que j'ai entendu euh, hier matin sur France Culture, où une journaliste intervenait, qui a enquêté sur l'affaire, avec un grand A, aujourd'hui, au moins dans notre région, l'affaire Betaram. Et à propos, nous savons de quoi il s'agit, à propos de ce qui a eu lieu dans le cadre de cette congrégation religieuse, de cet établissement d'enseignement catholique à Betaram, cette journaliste pour expliquer que des choses pareilles aient pu se produire, elle avait cette hypothèse euh, que je vous transmets. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait ceci, voilà, si dans une congrégation religieuse de telles choses peuvent se produire, c'est parce que pour des religieux, adeptes d'une religion révélée, en l'occurrence ici la religion catholique romaine, pour des religieux, la loi de la République n'est pas l'instance, n'est pas la norme suprême de ce qui est permis et de ce qui est défendu. Il y a au-dessus de la loi républicaine, il y a une loi supérieure qui est la loi divine. Et que par conséquent, à partir du moment où vous avez le sentiment d'être en accord avec cette loi divine, eh bien, vous avez le droit de ne pas être exactement en règle avec la loi républicaine.
Et donc, elle disait ceci, voilà, c'est au fond le caractère religieux de cette institution d'enseignement qui a pu déterminer que s'y produisent de tels méfaits. Alors, là, je dirais que je ne suis pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que la religion ait ici à faire directement avec notre problème. Parce que je crois que religieux ou pas, croyant ou pas, croyant catholique, croyant de quelque autre religion que ce soit, je ne crois pas que cela dépende de la religion parce que je pense que nous soyons croyants ou que nous ne soyons pas croyants. Et je crois que pour quelque citoyen que ce soit, il y a toujours pour quelque citoyen que ce soit, dans une république réglée par la loi républicaine. Il y a toujours une instance supérieure à la loi républicaine. L'athée le plus convaincu croit lui aussi qu'il y a quelque chose de plus élevé que la loi républicaine. Et s'il ne le croyait pas, il ne pourrait pas juger la loi républicaine, ce que nous croyons, et à mon avis à juste titre, ce que tous nous croyons habilités et autorisés à faire. La loi républicaine est une loi humaine dont nous savons qu'elle est faillible, puisque les humains sont faillibles, et que nous avons par conséquent le droit d'évaluer et de juger. Ce qui veut dire que les lois existantes, non seulement nous avons la possibilité, nous avons le droit, mais nous avons même l'obligation d'en comparer le contenu avec ce que nous nous représentons comme la justice, comme le juste et le vrai, comme dit Victor Hugo. Vous savez par exemple que la loi républicaine aujourd'hui prohibe la peine capitale. Vous savez aussi que la loi républicaine autorise, dans certaines limites, l'interruption volontaire de grossesse. Eh bien, il est parfaitement légitime à un citoyen républicain de considérer que la loi humaine, la loi de la République, la loi que nous avons faite, la loi qu'ont votée les représentants de la nation, que cette loi devrait autoriser la peine de mort et que cette loi, et d'ailleurs souvent ça va avec, cette loi devrait interdire l'interruption volontaire de grossesse. C'est le cas de certains de nos concitoyens. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je me range à titre personnel parmi les farouches opposants à la peine de mort et parmi les fervents défenseurs de l'autorisation du droit d'interrompre volontairement une grossesse dans certaines limites. Mais non seulement il est légitime, mais c'est même une obligation pour tout citoyen de garder sur la loi républicaine un droit d'évaluation, un droit de jugement. Et si nous le faisons, ça peut être au nom d'une loi divine, mais pas nécessairement, puisque cette obligation, elle incombe aussi à celui qui ne croit à aucun Dieu, ni par conséquent à aucune loi d'origine surnaturelle. Et de fait, il est arrivé que de parfaits républicains se tournent contre la loi de la République en lui désobéissant, en choisissant d'entrer en dissidence, voire d'entrer en résistance. Et aujourd'hui, nous voyons bien que dans certains cas, nous leur donnons rétrospectivement raison. Et nous jugeons légitime l'attitude de certains qui, à certaines époques, dans certaines circonstances, ont jugé que, eh bien, non, la loi républicaine pouvait ne plus s'imposer comme une obligation. Donc, je ferme cette parenthèse qui signifiait simplement ceci, que l'idée d'un droit supérieur au droit positif, celui qui est écrit dans les codes, le droit posé par la loi républicaine, eh bien, non, ce droit n'est pas l'instance ultime, l'instance suprême, au nom de laquelle nous puissions juger de la valeur des choses. Alors, quand on a compris ce que signifie l'idée même de droit, euh, à partir de la définition de Victor Hugo, lorsqu'on a compris ce que signifiait l'idée même de droit, il devient non seulement difficile, mais même impossible de poser une assimilation, une confusion des idées de droit et de fait, donc de droit et de puissance, puisque la puissance n'est jamais qu'un fait. Il devient impossible d'admettre cette confusion du droit et du fait, sauf à renoncer à l'idée même de droit.
Et alors, ici, il faut revenir à un texte absolument fondamental sur cette question, qui se trouve au chapitre 3 du premier livre du contrat social de Rousseau. Alors, je passe au point suivant, 8.2.3, euh, et cette section, je l'intitule Droit et force, l'objection de Rousseau. Droit et force, deux points, l'objection de Rousseau. Cette objection se trouve donc au troisième chapitre du premier livre du contrat social. C'est dans ce chapitre que Rousseau va montrer avec une clarté indépassable. C'est l'un des plus grands textes, ce chapitre 3 du premier livre du contrat social, l'un des plus grands textes de notre philosophie politique en France. Il va montrer de façon, à mon avis, irrécusable et irréfutable qu'il est impossible de déduire un droit du fait. Alors, je vais lire tout de suite ce passage. Je vais en lire l'essentiel, pas tout à fait l'intégralité, mais vous pouvez le retrouver facilement. Donc, ça, en ligne, c'est très facile à trouver. Euh, Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, livre 1, chapitre 3. Ce chapitre est intitulé Du droit du plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Moralité, souvenez-vous, le droit, qualité morale. Euh, Qualité morale, euh, c'est les expressions qu'utilisaient Pascal et Grotius. La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? Supposons un moment ce prétendu droit, ce prétendu droit du plus fort. Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatia inexplicable. Car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisqu'on le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne signifie ici, dans l'expression droit du plus fort, il ne signifie ici rien du tout. Le chapitre se termine sur ce très court paragraphe. Convenons donc que la force ne fait pas droit et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Alors, nous avons ici affaire, je crois, on peut le dire, à un raisonnement implacable et imparable, d'une rigueur absolue. L'objection de Rousseau consiste en ceci, et je pense qu'elle se passe presque complètement d'une quelconque explicitation, tant le propos est clair. Ce que montre Rousseau ici, c'est qu'est l'idée de déduire le droit de la force, de faire découler le droit d'un rapport de force, de fonder par conséquent le droit sur la force, c'est la meilleure manière, et une manière absolument efficace, de vider le concept de droit de toute espèce de contenu. Donc ce que fait Rousseau ici, c'est détruire, purement et simplement, détruire
l'idée du droit du plus fort. Mais il ne se contente pas de détruire cette idée. Il fait un peu plus, il fait ce qu'on appelle la déconstruire, c'est-à-dire la rapporter à sa raison fondamentale d'être, cette notion de droit du plus fort. Pourquoi parle-t-on du droit du plus fort? Eh bien, parce que, comme le dit Rousseau, ce sont les premiers mots du chapitre, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Le plus fort n'est jamais être assez fort pour être toujours le maître. La force, ça va et ça vient. La force, vous l'avez. La force, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la regagner et la reperdre. La force est par essence mobile, changeante, fluctuante. Et donc, celui qui domine par la force ne peut le faire en toute sécurité qu'à condition qu'il redouble cette domination d'un discours qui confère une certaine légitimité à cette domination qui ne repose que sur la force. Une domination qui ne repose que sur la force est exposée aux variations perpétuelles de la force. Cela crée pour celui qui exerce cette domination une obligation de conférer un fondement à, au rapport de pouvoir. Et ce fondement, il va le trouver dans l'idée de droit du plus fort. J'ai le droit de dominer puisque je suis, et ça c'est un fait constatable et irrécusable, le plus fort. Et Rousseau va jusqu'à, dans la partie du chapitre que je n'ai pas lu, Rousseau va jusqu'à dénoncer ce sophisme qui consiste à fonder le droit du plus fort dans une instance théologique, en Dieu. Et oui, puisque si la providence divine a la maîtrise du cours du monde, si le Dieu omniscient et tout-puissant permet qu'il y ait des plus forts, c'est qu'il le veut, c'est qu'au moins il y consent, et que par conséquent, il donne son aval, il donne son accord à la domination de ceux qui sont assez forts pour dominer, ce qui crée une justification au droit du plus fort. De quelle façon Rousseau dénonce-t-il ce fondement théologique du droit du plus fort? En disant ceci, vous prétendez que Dieu ayant la haute main sur le cours général du monde, vous ne pouvez être le plus fort qu'en vertu d'une permission, d'une autorisation, d'une volonté divine, qui vous donne par conséquent le droit de faire ce que vous voulez de votre force. Et bien moi je vous dis, c'est l'objection de Rousseau, que c'est Dieu aussi qui envoie les maladies. Ça ne nous interdit pas d'appeler le médecin. Une situation de fait n'est jamais justifiable par cette idée que Dieu ayant connaissance de tous les faits, eh bien, nous pourrions regarder comme légitime tout ce qui est de l'ordre du fait. Je lis cette phrase de Rousseau. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue, mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Et si un brigand, c'est l'argument par lequel Rousseau complète son analyse, si un brigand vous menace avec son pistolet, c'est le plus fort, car le pistolet est aussi une force, mais si vous avez les moyens, par la ruse ou par une force plus forte, de neutraliser ce brigand, eh bien, évidemment, cela détruit tout droit auquel ce brigand pourrait prétendre de vous voler votre bourse. Voilà. Donc cette critique de l'idée d'un droit du plus fort est absolument imparable, elle est absolument irréfutable, et je verrai ce que nous devons faire de cette critique si nous voulons comprendre ce que nous dit Spinoza. Voilà, je m'arrête ici pour cette première moitié du cours du 1er mai 2025 et nous nous retrouverons bientôt pour la deuxième partie.